Une tasse de thé brisée cache bien plus que de la porcelaine. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave, laissez un commentaire. D'où m'écoutez-vous? Vos mots donnent vie à ce mystère. Découvrons la vérité. Par un doux après-midi de juin, le village de St. Mary Mead arborait son visage le plus paisible. Des rosiers abondaient en fleurs, devant des chaumières blanchies à la chaux. Des abeilles bourdonnaient avec ardeur sur les massifs de lavande, et la pelouse du presbytère accueillait un joyeux rassemblement de voisins pour ce qu'on appelait officiellement un thé de charité, même si chacun savait que c'était l'occasion de comparer chapeaux, gâteaux et surtout de bavarder. Madame Bantry avait, comme à son habitude, fourni à la fois la confiserie la plus tendance et l'anecdote la plus colorée, et savourait visiblement ce double triomphe. Miss Marple était assise tranquillement au bord de l'eau, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec un rythme patient, son regard perçant observant le ballet des personnalités avec plus d'attention que les tasses de thé devant elle. Elle paraissait inoffensive, voire oubliable, mais elle notait avec la minutie qui remplissait la tasse de qui quels regards s'attardaient trop, et quels sourires étaient teintés de malice. L'attraction principale de l'après-midi n'était pas le panier de confitures et de conserves de la tombola, ni même le gâteau au citron de Madame Price Ridley, mais plutôt l'arrivée d'un nouveau visage au village. Madame Eleanor Whitcomb, fraîchement installée dans la grande maison géorgienne, juste derrière le parc. Belle femme d'une 50aine d'années, veuve jeune et réputée aisée, elle affichait l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu l'incertitude financière. Ce seul fait suffisait à susciter les commentaires à St. Mary Mead, tandis que les dames se pressaient autour d'elle, lui offrant un accueil chaleureux, mêlé de questions curieuses. Une certaine tension flottait sous la politesse. Eleanor Whitcomb avait, semblait-il, choisi d'engager sa cuisinière et sa servante, non parmi les filles du coin, mais à Londres, une décision qui blessa l'orgueil du village. De plus, elle avait tenu des propos que certains considéraient comme peu flatteurs sur l'état des vitraux de l'église locale. De telles petites choses, en d'autres lieux, seraient peut-être passées inaperçues. À St. Mary Mead, elles devinrent matière à jugement. La fête se poursuivit à son rythme habituel, resservir du thé, échanger des assiettes et éclats de rire ponctués de murmures. C'est pendant le tirage de la tombola, où mademoiselle Hartnell annonçait les numéros d'un ton neutre, que le calme fut rompu. Madame Bantry, tentant de maintenir sa tasse en équilibre, laissa échapper une exclamation cinglante et sa soucoupe glissa. La tasse tomba et se brisa en éclats de porcelaine sur l'herbe. Au début, ce n'était qu'un léger contretemps, mais le bruit semblait étrangement fort dans cet après-midi pourtant paisible. Tandis que Madame Bantry s'affairait à nettoyer sa tasse cassée, quelqu'un d'autre poussa un cri de surprise. De l'autre côté de la table, Madame Whitcomb s'était levée en titubant, la main sur la gorge. L'assistance se figea, le visage décoloré, et elle vacilla une fois, puis deux, avant de s'effondrer lourdement au sol. L'espace d'un instant, le silence régna, rompu seulement par le cliquetis d'une autre tasse, échappant d'une main étonnée. Puis des voix s'élevèrent, aiguës, frénétiques. Madame Price Ridley hurla pour réclamer des selles, tandis que le colonel Melchett, appelé de son coin fumeur de pipe, se penchait sur la femme effondrée. Il était trop tard. Madame Eleanor Whitcomb, la nouvelle arrivée riche et pleine de mystère, gisait immobile sur l'herbe, une tache sombre s'étalant sous son corsage brodé. La tasse de thé brisée brillait à proximité, ses fragments capturant les derniers rayons du soleil. Miss Marple baissa son tricot, le visage calme. Elle avait déjà vu ce que les autres ignoraient. La légère trace de poudre au bord de la tasse de Madame Whitcomb, le regard étrangement attentif d'un villageois lors de la dernière distribution de la théière, et la façon dont une remarque inconsidérée, faite quelques jours plus tôt, pouvait désormais être motivée. Elle croisa les mains avec élégance sur ses genoux. Une chose terrible, certes, mais dont elle soupçonnait. Déjà qu'elle en révélerait plus sur la nature humaine que quiconque, dans le jardin du presbytère n'osait l'admettre. Le silence qui s'était abattu sur la pelouse du presbytère se transforma presque instantanément en une confusion de voix se chevauchant.
stridente, incrédule, comme si les villageois rassemblés avaient été surpris au milieu d'une pièce et peinaient à se souvenir de leur texte. Madame Price Ridley était la plus bruyante, s'éventant avec un mouchoir brodé, criant qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose de terrible se produirait à mêler des tombolas à des étrangers. Le colonel Melchett aboya des ordres de silence, sa voix lourde tentant d'imposer un ordre militaire à un troupeau de poules voltant, tandis que la femme du pasteur, pâle, murmurait une prière à voix basse. Au milieu de cette confusion, Mademoiselle Marple restait assise, son tricot soigneusement posé sur ses genoux, ses yeux suivant chaque mouvement avec cette attention douce et aérienne qui masquait si souvent la perspicacité de ses observations. Le docteur Haydock fut convoqué dans une avalanche de messages inquiets, même si Miss Marple savait, comme le colonel Melchett, que sa présence servirait davantage la formalité que son but. Madame Whitcomb ne s'était pas évanouie. La petite tache sombre qui s'étalait sur son corsage était devenue trop large et trop visible pour cela. Une coupe empoisonnée, pensa Miss Marple avec une certitude tranquille, sans rien dire à voix haute. On n'aimait jamais ce mot, tant qu'on n'avait pas d'autre choix que de l'accepter. Pendant ce temps, le corps fut soigneusement transporté dans un coin ombragé de la pelouse, recouvert d'un châle emprunté, et la garden party, transformée en une sorte de veillée funèbre, resta tumultueuse. Les commérages commencèrent à circuler, avant même que le châle ne soit bien en place. Madame Bantry, remise de sa propre mésaventure et toujours préoccupée par la porcelaine cassée, se pencha vers mademoiselle Hartnell, murmurant qu'elle avait remarqué que madame Whitcomb mettait 2 morceaux de sucre dans son thé, alors qu'elle-même n'en avait toujours préféré qu'un. Mademoiselle Hartnell, le visage sombre, déclara que, sucre ou pas, il y avait quelque chose d'étrange dans le regard que madame Whitcomb avait porté au colonel Melchett, comme si elle en savait plus sur ses affaires qu'une dame ne le devrait. D'autres avaient leur propre version, leur propre bribe de théorie chérie, chacun cherchant à surpasser l'autre en prescience. Madame Price Ridley affirmait avoir entendu la veille la servante, une londonienne boudeuse, marmonner avec humeur au sujet de sa maîtresse, et était certaine que des ennuis allaient en survenir. Monsieur Clement, le vicaire, fronça les sourcils et secoua la tête, refusant de spéculer, bien que son silence ne contribuât pas à endiguer la marée. La nouvelle arrivante était à peine installée à St. Mary Mead depuis 15 jours, et pourtant sa présence semblait déjà avoir perturbé tous les foyers. Miss Marple écoutait, l'air poliment grave, comme si elle n'avait jamais entendu ces mêmes conjectures, d'innombrables fois auparavant. Elle savait pertinemment avec quelle rapidité les soupçons pouvaient évoluer, comment les voisins pouvaient saisir la moindre anomalie, une facture en retard chez l'épicier, un ruban trop brillant, un mot prononcé sans précaution au marché, et l'amplifier jusqu'à la culpabilité. Les gens, pensait-elle, ne changeaient jamais beaucoup, que ce soit dans les salons londoniens ou les salons de village. Ils parlaient, ils jugeaient, et surtout, ils se révélaient plus qu'ils ne l'auraient voulu lorsque le danger menaçait. Le docteur Haydock arriva enfin, franchissant le portail du jardin à grandes enjambées, son sac noir à la main, le visage grave. Après un bref examen, il annonça d'un ton sec que madame Whitcomb était définitivement hors d'état de nuire et qu'il fallait prévenir la police immédiatement. Il jeta un regard perçant au service à thé, aux tasses éparpillées, aux éclats de porcelaine scintillant dans l'herbe. Il souleva délicatement l'une des tasses survivantes, la renifla et la reposa avec un bref hochement de tête. Le colonel Melchett s'éclaircit la gorge, conscient que la responsabilité de l'intervention lui incombait entièrement. « Mesdames et messieurs, dit-il en se redressant, ceci est une affaire de police. Je vous prie de rester ici jusqu'à ce que les dépositions puissent être recueillies. » Son regard balaya la pelouse, sévère et autoritaire, mais vacilla brièvement lorsqu'il se posa sur Miss Marple, qui lui rendit son regard avec un calme serein. L'assemblée murmura avec anxiété à cette annonce, mais personne n'osa discuter. Au contraire, les spéculations s'enrichirent, s'assombrirent, murmurées derrière des mains gantées. Madame Bantry affirma qu'Eleanor Whitcomb
avait été vue à 2 reprises en compagnie d'un grand monsieur inconnu du village. Madame Pris Ridley jura avoir entendu la femme au téléphone tard dans la nuit, sans toutefois expliquer comment elle avait pu l'entendre depuis 2 chaumières plus loin. Mademoiselle Hartnell, pragmatique jusqu'au bout, déclara qu'il s'agissait plus probablement d'un poison ménager courant, oublié négligemment à portée du personnel, mais sa voix manquait de conviction. Miss Marple observait tout, écoutant, enregistrant, réfléchissant. Elle se rappelait, avec la clarté aiguë d'une longue habitude, comment Madame Whitcomb avait tenu sa tasse, comment elle l'avait acceptée des mains de Madame Bantry, avec un sourire gracieux, comment elle s'était arrêtée pour ajouter du sucre avant de se caler contre le dossier de sa chaise. Un détail insignifiant, peut-être, mais d'après son expérience, c'était toujours dans ces détails que se cachait la vérité. Car si les villageois racontaient abondamment scandales et amants secrets, Miss Marple savait que le poison était rarement administré par le théâtre. C'était une question d'opportunité, de petits gestes inaperçus, faciles à accomplir et faciles à oublier. Lorsque l'inspecteur Craddock arriva de la ville la plus proche, l'après-midi d'été commençait à se rafraîchir, une légère brise agitant les rosiers le long du mur du presbytère. C'était un homme plus jeune que le colonel Melchett, vif et sérieux, avec un air déterminé qui impressionna immédiatement les villageois. Il les interrogea systématiquement, prenant leurs noms, recueillant des bribes de conversation, reconstituant pièce par pièce le puzzle de l'après-midi. La tasse de thé cassée fut soigneusement récupérée. Ses tessons placés dans un mouchoir et glissés dans sa trousse. La théière, elle aussi, fut emportée, scellée avec une efficacité professionnelle. C'est au milieu de cette agitation administrative que Miss Marple remarqua quelque chose que les autres ignoraient. La servante, une londonienne aux yeux noirs, se tenait à l'écart, le visage pâle, les mains agitées de nervosité dans son tablier. La jeune fille n'avait été envoyée par Madame Whitcomb pour aider au service. Mais personne ne semblait s'expliquer où elle se tenait lorsque la coupe fatale fut versée. Miss Marple ne s'approcha pas d'elle et ne dit rien. Elle garda cette observation pour elle, sachant combien il était facile de blâmer les domestiques, combien souvent on leur imposait la culpabilité sans autre motif que la commodité. Lorsque le rassemblement fut enfin terminé, les villageois se dispersèrent lentement, hésitant à partir sans tirer le moindre indice de la tragédie. Des groupes s'attardèrent aux portes, chuchotant, jetant des regards en arrière vers le presbytère avec un mélange d'effroi et d'excitation. Ce n'était pas tous les jours, après tout, que la mort perturbait si soudainement le rythme familier de St. Mary Mead. On entendit Madame Bantry déclarer à son mari que c'était la chose la plus extraordinaire depuis la malheureuse aventure du pauvre colonel Protheroe des années auparavant. Madame Pris Ridley murmura sombrement que la faute incombait aux étrangers, mais le flou s'imposa quant à savoir à qui elle faisait précisément référence. Miss Marple rentra chez elle tranquillement, sa petite silhouette droite, l'expression sereine. Dans son salon impeccable, avec ses rideaux de chine et son parfum de lavande séchée, elle posa son tricot et s'assit près de la fenêtre, contemplant la rue du village où le crépuscule commençait à tomber. Elle avait déjà noté 3 ou 4 détails qui lui semblaient curieux. Si l'on prenait la peine d'y réfléchir, le choix de la tasse, la disposition du sucrier, le regard échangé entre 2 villageois, lorsque Madame Whitcomb s'était levée pour saluer Madame Bantry. Aucun d'eux, pris isolément, ne comptait plus que pour des broutilles. Pourtant, Miss Marple, qui avait vu tant de broutilles menées au meurtre, savait qu'il valait mieux ne pas les ignorer. Le village bavardait, la police interrogeait, et les théories se multipliaient. Mais sous tout ce vacarme, un motif se dessinait subtil et indéniable, si seulement on savait le repérer. Miss Marple joignit les mains, les lèvres pincées, songeuse. Quelque part dans le bavardage ordinaire de l'après-midi, se cachait la graine de vérité. Et c'était sa tâche, comme toujours, de la faire doucement émerger. Ainsi, les rues tranquilles de St. Mary Mead, en apparence inchangées, portaient en elles les premiers frémissements du scandale et de la peur. Les rideaux tremblaient, les portes se fermaient un peu plus tôt, et des murmures flottaient dans la verdure comme des feuilles d'automne emportées par le vent.
Dans une maison, une servante pleurait en secret. Dans une autre, un mari et sa femme échangèrent des paroles trop acerbes pour être entendues. Aux quatre coins du village, des vies cachées s'agitaient avec inquiétude, car chacun savait, même si personne ne le disait à voix haute, qu'un meurtre, une fois introduit dans un lieu aussi restreint que le leur, en ressortait rarement sans révéler bien plus qu'une seule main coupable. Miss Marple, observant par sa fenêtre, voyait tout cela d'un œil calme et fixe. Elle savait, mieux que quiconque, que la sérénité apparente du village anglais n'était qu'une croûte fragile, sous laquelle bouillonnaient jalousie, cupidité et ressentiment aussi férocement que dans n'importe quelle rue de la ville. Eleanor Whitcomb, la pauvre femme, avait trébuché dans ce courant et avait été emportée. Il ne restait plus qu'à remonter à sa source et à qui l'avait fait couler. Le lendemain matin s'annonça d'une sérénité trompeuse, l'air embaumé du parfum du chèvrefeuille et du doux chant des oiseaux, comme si le monde avait choisi d'oublier le drame de la veille. Pourtant, sous la douce lumière du soleil, St. Mary Mead s'agitait avec inquiétude. Les rideaux s'ouvraient plus tôt que d'habitude. Les têtes se penchaient devant les grilles du jardin, et le facteur se retrouvait retenu à chaque porte par des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Le village vibrait d'un bourdonnement incessant de conjectures, chaque récit de la garden party étant légèrement édulcoré, jusqu'à ce que la scène originale soit presque méconnaissable. Certains affirmaient avoir vu le visage de Madame Whitcomb bleuir, d'autres soutenaient qu'elle avait crié un nom dans son dernier souffle, et au moins un jura avoir aperçu une silhouette sombre s'éclipser derrière le treillis de rosiers. Au cœur de ce chœur d'invention siégeait Miss Marple, sirotant tranquillement son thé, son regard parcourant les maisons élégantes d'en face, chacune étant une boîte à secrets scellée. Elle savait pertinemment comment fonctionnaient ces spéculations. On maquillait l'ignorance en drame, et ce faisant, on en révélait souvent plus qu'on ne le pensait. Elle avait appris au fil des ans qu'écouter attentivement ces envolées imaginaires avait autant de valeur que n'importe quelle preuve tangible. Après tout, la nature humaine se révélait le plus clairement dans les petites vanités et les exagérations que l'on croyait inoffensives. L'inspecteur Craddock était rentré au village ce matin-là, son carnet déjà chargé des témoignages recueillis la veille. C'était un homme posé, peu porté sur le drame, et il savait que son devoir était de passer patiemment au crible les rumeurs jusqu'à ce qu'une forme de vérité commence à émerger. Pourtant, il savait aussi, même s'il ne l'admettait pas facilement, que la présence de Miss Marple à St. Mary Mead était indéniable. Il en avait vu suffisamment dans les affaires passées pour respecter l'esprit vif qui se cachait derrière ses 12 yeux bleus. Lorsqu'il la croisa marchant d'un pas rapide vers l'épicerie, il inclina son chapeau avec un léger sourire. « Bonjour, Miss Marple. Je me demandais si je pouvais vous rendre visite plus tard pour un petit mot. Vous semblez toujours remarquer des choses que les autres négligeant. » Miss Marple inclina modestement la tête, son sac à tricot reposant confortablement contre son bras. « Ah, si vous pensez que je peux vous être utile, inspecteur. Bien sûr, je n'ai rien vu de plus que les autres. On est toujours si prompt à formuler des hypothèses. Je ne voudrais pas ajouter à la confusion. » Mais Craddock, entendant l'ironie délicate dans son ton, soupçonna qu'elle avait déjà observé bien plus qu'elle ne le laissait entendre. En milieu de matinée, l'inspecteur s'était installé au presbytère, où les dépositions continuaient d'être recueillies. Un à un, les villageois entrèrent, chacun racontant sa version de l'après-midi fatal. Le colonel Melchett restait impatient, convaincu qu'un examen approfondi des domestiques permettrait de trouver le coupable. Il avait, après tout, vu suffisamment de cas dans sa carrière pour croire à la solution simple. La servante, nerveuse et pâle, lui semblait la candidate idéale. Une londonienne, pleine de ressentiment envers sa maîtresse et qui avait amplement l'occasion de trafiquer le thé. Pourtant, tandis qu'il insistait sur ce point, Miss Marple, assise discrètement près de la fenêtre, s'autorisa un léger hochement de tête. Fort de sa longue expérience, la solution évidente était rarement la bonne. Les domestiques pouvaient être difficiles, certes, mais un meurtre exigeait plus que de la morosité. Il exigeait un mobile, une occasion et surtout
De la subtilité, Madame Bantry, convoquée pour interrogatoire, était toujours aussi volubile, déplorant la perte de sa porcelaine presque autant que la tragédie elle-même. Elle parla longuement de la sérénité de Madame Whitcomb jusqu'au moment de son effondrement, de son admiration pour les roses et de ses compliments sur la qualité du gâteau éponge. Elle a cependant été assez sèche avec moi lorsque je lui ai suggéré qu'elle préférerait peut-être un scone, ajouta Madame Bantry, les yeux écarquillés par le sérieux de cette remarque. Mademoiselle Marple, tricotant avec assurance, remarqua la remarque. La sévérité, elle le savait, pouvait en dire long. Madame Price Ridley, au contraire, arriva pleine d'orgueil, déclarant avoir été assez près pour voir la poudre sur le bord de la tasse. Lorsqu'on lui demanda comment elle avait pu remarquer un tel détail, elle s'énerva, marmonna qu'elle avait une excellente vue, et se hâta de décrire à quel point la nouvelle venue lui avait semblé bien trop imposante pour la vie du village. Mademoiselle Marple écouta attentivement, dissimulant son sourire. Elle avait elle-même remarqué la faible trace de poudre, mais elle doutait fort que les yeux de Madame Price Ridley aient été à la hauteur. Il était bien plus probable qu'elle ait entendu les murmures de Mademoiselle Marple et les ait intégrés à sa déclaration. C'était aussi dans la nature humaine, emprunter des connaissances pour paraître intelligent. À midi, le carnet de l'inspecteur était rempli de déclarations contradictoires, aucune, à première vue, n'accusant plus fortement un suspect que l'autre. La servante restait pâle et tremblante, le majordome sur la défensive, et les villageois avides d'incriminer qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Craddock ferma son carnet avec un soupir, et Miss Marple, se levant de sa chaise, s'apprêta à partir. Pourtant, avant de partir, elle s'arrêta à la porte, la voix douce. « C'est vraiment curieux, inspecteur, cette histoire de sucrier. Avez-vous remarqué combien on en parlait hier? On aurait dit que chacun insistait, pour se servir plutôt que d'être servi. » Craddock leva les yeux surpris. « Tu penses que le sucre a été trafiqué? »« Oh, je n'aimerais pas le dire, inspecteur. » Répondit Miss Marple d'un air réservé. « Seulement, ça me rappelle une amie très chère qui élevait autrefois des canaris. Elle insistait pour que personne d'autre ne les nourrisse, car elle disait qu'on ne pouvait jamais savoir avec certitude ce que les autres ajouteraient aux graines. Vous savez, les gens ressemblent tellement aux canaris sur ce point. » Sur ce, elle s'éclipsa discrètement, laissant Craddock la suivre en fronçant les sourcils. Cet après-midi-là, la nouvelle de l'interrogatoire officiel se répandant, les rumeurs reprirent de l'ampleur. On entendit Madame Bantry déclarer chez l'épicier que Madame Whitcomb avait été mêlée à une affaire avec un notaire londonien, bien que la manière dont elle le savait demeurât mystérieuse. Mademoiselle Hartnell, solide et pragmatique, déclara qu'elle croyait le point de vue du colonel juste. La bonne était coupable, et qu'il n'y avait plus rien à dire. Pourtant, dans des recoins plus calmes, des voix plus subtiles murmuraient qu'Eleanor Whitcomb n'était pas venue à St. Mary Mead uniquement pour une retraite paisible. Il y avait eu des lettres, certaines sous-entendues, et des visites d'inconnus. La fermière d'un fermier jura même l'avoir vue glisser de l'argent dans une enveloppe tard un soir. Miss Marple, vaquant sereinement à ses courses quotidiennes, ramassait ses bribes, comme on cueillerait des fleurs. Chacun était petit, fragile, et peut-être de peu de valeur isolément. Mais tissés ensemble, ils commençaient à suggérer une tapisserie de mécontentement, de secrets révélés au grand jour par la main soudaine de la mort. Ce soir-là, tandis que le soleil projetait de longues ombres sur le chemin, elle s'assit de nouveau près de sa fenêtre, son tricot abandonné sur ses genoux. Elle repensa au visage pâle et effrayé de Madame Whitcomb, à la façon dont elle s'était relevée si brusquement, comme poussée par quelque chose qui dépassait la détresse physique. Elle repensa à la tasse de thé cassée, au sucre, au regard attentif qu'elle avait croisé entre deux villageois lorsque la femme s'était effondrée. Ce n'était pas le chagrin qu'elle avait perçu dans ce regard, mais la peur. La peur, Miss Marple le savait, était souvent le guide le plus sûr. Elle trahissait ce que les gens cherchèrent le plus à cacher. Et quelque part dans le village silencieux et vigilant, quelqu'un était terrorisé. L'inspecteur poursuivrait son interrogatoire. Les villageois murmureraient leur demi-vérité.
Mais c'est dans les petites hésitations, les lapsus, les expressions incohérentes que la vérité éclaterait. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, les commissures des lèvres pincées par la résolution. Elle avait suffisamment observé la nature humaine pour savoir qu'elle ne manquait jamais de se répéter. Que ce soit dans les tragédies lointaines ou dans le petit monde clos de St. Mary Mead. Et tandis que l'obscurité tombait sur le village, une certitude s'imposa dans son esprit. La mort d'Eleanor Whitcomb n'avait pas été un accident, ni un hasard. Elle avait été délibérée, et la main qui avait versé la coupe fatale n'avait pas encore achevé son œuvre. Le lendemain, un silence troublé régnait, de ce genre qui faisait hésiter même les oiseaux dans leurs chants. St. Mary Mead vaquait à ses occupations habituelles, mais tout semblait perturbé, comme si le rythme du village avait été définitivement altéré. Chez l'épicier, les voix étaient étouffées, même si chaque phrase finissait par revenir à la mort subite de Madame Whitcomb. À la poste, les enveloppes passaient d'un comptoir à l'autre, accompagnées de regards furtifs, comme si chacune recelait une révélation potentielle. Partout on parlait, partout on évoquait des théories, mais aucune n'avait l'air d'une certitude. L'inspecteur Craddock était revenu, déterminé à rétablir l'ordre dans la confusion. En milieu de matinée, il était de nouveau assis dans le bureau du presbytère, où le colonel Melchett l'avait rejoint, arpentant le tapis avec une impatience militaire. « Ah, c'est clair comme de l'eau de roche !» déclara Melchett, la moustache hérissée de conviction. La servante a eu toutes ses chances. Elle a servi le thé, elle a manié les tasses, et elle est maussade depuis le début. Que vous faut-il de plus? Craddock ne répondit pas immédiatement. Il avait appris à ne pas se laisser bousculer par les fanfaronnades du colonel. Il reporta son attention sur ses notes, repassant le déroulement des événements, étape par étape. Et pourtant, dit-il finalement, personne ne semble se souvenir d'avoir vu la servante près de la tasse de Madame Whitcomb lorsqu'elle fut versée. Madame Bantry la lui tendit. Madame Whitcomb y ajouta son propre sucre. Si la jeune fille y avait touché, elle avait dû le faire plus tôt. Mais pourquoi la tasse de Madame Whitcomb en particulier? Cela semble trop précis pour être le fruit du hasard. Melchett grogna mais ne répondit pas. Il détestait l'incertitude, surtout sur des sujets qui lui semblaient si simples. Miss Marple, invitée poliment à prendre le thé dans le salon du presbytère, pendant que l'interrogatoire se poursuivait, était assise sereinement, son tricot à la main. On ne lui avait pas demandé son avis, et elle ne le donna pas. Mais son oreille attentive à chaque mot, enregistra l'hésitation de l'inspecteur avec approbation. Elle savait combien il était facile pour les fonctionnaires de s'accrocher au suspect le plus proche et le plus commode, et combien une telle précipitation menait souvent à des erreurs tragiques. La servante elle-même fut appelée, les mains crispées dans son tablier, debout devant eux. Pâle, épuisée, elle clama son innocence d'une voix fluette. Elle admit avoir détesté sa maîtresse, exigeante et acerbe, mais jura n'avoir jamais touché au thé. Elle disait toujours que je n'étais pas apte à servir à table, balbutia la jeune fille. C'est la cuisinière qui s'en occupait. Je ne faisais que rapporter et porter. Le colonel Melchett balaya cette idée d'un revers de la main. Mais Miss Marple, dont les aiguilles claquaient doucement, remarqua le tremblement dans la voix de la jeune fille, la véritable perplexité dans ses yeux. Ce n'était pas la perplexité de la culpabilité, pensa-t-elle, mais celle d'une enfant prise dans une tempête qu'elle ne comprenait pas. Miss Marple gardait cette impression enfouie. La tension se porta bientôt, comme c'est souvent le cas en pareil cas, sur une autre figure, Madame Bantry elle-même. C'était elle, après tout, qui avait remis la coupe fatale à Madame Whitcomb. Plus d'un villageois, racontant l'incident, avait souligné que sa propre coupe avait glissé et s'était brisée au même instant, un accident que certains trouvaient désormais curieusement opportun. Avait-elle cherché, peut-être, à détourner l'attention de ce qu'elle était en train de faire? Madame Price Ridley le pensait certainement, et elle s'empressa de le dire à qui voulait l'entendre. L'idée fit son chemin, non pas parce qu'elle était plausible, mais parce qu'elle était divertissante. Madame Bantry, si souvent source de ragots,
vit la situation s'inverser et les rumeurs se multiplier. Elle en rit en public, mais son visage se crispa et son mari protesta bruyamment en sa faveur. Pourtant, le soupçon persista comme toujours, à moitié cru simplement parce qu'il se répétait. Miss Marple, rentrant chez elle cet après-midi-là, réfléchit à cette nouvelle tendance des ragots. Elle connaissait trop bien Madame Bantry pour l'imaginer capable d'un acte aussi cruel et délibéré. Mais elle savait aussi que les ragots, une fois lancés, révélaient souvent indirectement la vérité. On n'accusait pas au hasard. On accusait d'une manière qui révélait ses propres peurs et rancunes. Que révélait donc l'empressement de Madame Price Ridley à soupçonner Madame Bantry? Un désir de détourner l'attention peut-être, ou de régler un petit compte déguisé en indignation morale. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, l'inspecteur Craddock vint rendre visite à Miss Marple au cottage. Il la trouva assise près de l'âtre, une petite lampe allumée à côté d'elle, le cliquetis familier des aiguilles ponctuant le silence. Il accepta son offre de thé, bien que son esprit fût accablé de questions. « C'est un vrai fouillis, Miss Marple, » admit-il. Trop de versions de la même scène. La moitié du village insiste sur la culpabilité de la servante. L'autre moitié semble déterminée à accuser Madame Bantry. Et pourtant, aucune des deux explications ne me satisfait vraiment. Miss Marple hocha doucement la tête, comme si elle n'en attendait pas moins. C'est souvent le cas, inspecteur. Les gens voient ce qu'ils souhaitent voir, ou ce qu'ils craignent de voir. Ils voient rarement ce qui est vraiment devant eux. Cela demande un peu de patience. Craddock se pencha en avant, les sourcils froncés. Pensez-vous que Madame Bantry aurait pu faire ça? Mon cher inspecteur, les défauts de Madame Bantry sont nombreux, mais le meurtre volontaire n'en fait pas partie. Elle est impulsive, insensible aux ragots, parfois inconsidérée mais sans calcul. Non, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Bien sûr, il ne faudrait pas ignorer complètement ce que d'autres ont observé. Parfois, même les histoires les plus fantaisistes contiennent une part de vérité. Craddock soupira, reconnaissante de sa calme assurance, bien qu'hésitante à l'admettre à voix haute. Et la servante, elle a peur, certes, mais pas de ce qu'elle a fait. Elle a peur de ce que les autres pourraient dire d'elle. Ce n'est pas du tout la même chose. Ces paroles le hantent tandis qu'il quittait le cottage, l'air frais du soir caressant son visage. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister davantage. Les idées de Miss Marple, avait-il appris, venaient à leur rythme, souvent sous la forme d'observations des plus simples. Pendant ce temps, dans les maisons de St. Mary Mead, le malaise grandissait. Les portes étaient verrouillées plus tôt, les conversations s'interrompaient à l'approche des pas, et même les enfants sentèrent quelque chose se cacher sous la surface de leur paisible village. Dans une chaumière, une dispute éclata derrière les volets clos. Dans une autre, une lettre fut brûlée à la hâte dans l'âtre. Et dans la maison des Whitcomb elle-même, désormais fermée et silencieuse, les domestiques londoniens chuchotaient des choses qu'ils n'osaient pas dire à voix haute, leur voix tremblant dans ce silence inhabituel. Miss Marple, observant la rue du village depuis son élégant salon, songea que les premiers suspects s'étaient, comme toujours, révélés rapidement. Il était dans la nature humaine de rejeter la faute sur les cibles les plus faciles, l'étranger, le domestique, le voisin indiscret. Mais la nature humaine avait aussi le don de se trahir de manière plus subtile, par un regard qui s'attardait trop, par une voix qui devenait aiguë quand le démenti n'était pas nécessaire. Elle avait déjà remarqué de tels signes, et savait, avec une certitude tranquille, que la vérité ne résidait pas dans les ragots, mais dans ce que les villageois cherchaient à cacher. Et ainsi le schéma s'épaissit, le filet des soupçons se resserrant d'abord autour de la servante, puis autour de Madame Bantry, sans jamais parvenir à une véritable conviction. Miss Marple, ses aiguilles scintillant à la lumière de la lampe, continuait son observation patiente. Le jeu ne faisait que commencer, et elle savait pertinemment que les véritables coupables se révéleraient non pas dans leurs allégations, mais dans ce qu'ils ne pourraient s'empêcher de trahir. Le lendemain matin apporta une bruine humide qui s'accrochait aux haies et étouffait la gaieté habituelle des ruelles du village. St. Mary Mead, si souvent satisfaite de son rythme paisible,
semblait plus retirée que d'habitude, comme si les chaumières elles-mêmes se repliaient sur elles-mêmes, gardant leur secret pour elles. La maison Whitcomb, fermée et silencieuse, se dressait telle une intruse sur la verdure, témoin d'un bouleversement difficile à oublier. Dans chaque salon et à chaque table de petit déjeuner, les rumeurs du meurtre avaient remplacé les bavardages ordinaires sur la météo et les recettes. Les spéculations allaient bon train, et avec elles, le sentiment que quelque chose couvait sous la vie ordinaire du village. L'inspecteur Craddock reprit son cheminement régulier dans l'énigme. Il s'assit de nouveau au presbytère, les notes étalées devant lui, écoutant les mêmes récits répétés avec de subtiles variations, comme si chaque récit permettait aux villageois de s'intégrer plus profondément dans l'histoire. Madame Price Ridley insista de nouveau sur le caractère suspect de la tasse cassée de Madame Bantry. Mademoiselle Hartnell répéta son point de vue pragmatique. La servante devait être coupable, ne serait-ce que parce que de telles choses impliquaient rarement des personnes importantes. Et Madame Bantry elle-même, hérissée par les murmures, devenait plus irritable d'heure en heure, sa patience s'effilochant sous le poids des suggestions. Craddock nota tout, son crayon grattant, mais il savait qu'il n'était pas plus près de la certitude qu'auparavant. C'est au milieu de cette répétition stagnante que Miss Marple, discrètement assise au bord de la pièce, laissa son esprit vagabonder sur les images de l'après-midi en question. Le tintement des tasses, le passage du sucrier, le cri soudain de surprise. C'était le sucre qui lui revenait sans cesse, un petit détail discret si facilement négligé. La plupart avaient ajouté du sucre à leur tasse ce jour-là, mais quelqu'un d'autre avait-il remarqué son étrange goût? Elle se souvenait de la faible grimace de Madame Whitcomb, vite masquée par un sourire, tandis qu'elle remuait le thé. Sur le moment, elle aurait pu passer inaperçue. Maintenant, il brillait dans la mémoire de Miss Marple comme un minuscule éclat de verre. Après l'interrogatoire, elle rentra chez elle à pas lents, son parapluie tapotant les pavés mouillés, et retourna cette pensée dans sa tête. Injecter du poison par le sucre serait une méthode élégante, indétectable à l'œil nu, simple, efficace. Mais pourquoi Madame Whitcomb en particulier? Le sucrier avait passé de main en main. Et puis elle se souvint, Madame Whitcomb avait insisté pour se servir elle-même, rejetant l'offre de Madame Bantry, presque comme si elle savait qu'il valait mieux ne pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Curieux, pensa Miss Marple, très curieux en effet. Ce soir-là, elle reçut la visite de Madame Bantry qui fit irruption dans son salon avec une énergie débordante. Le chapeau de travers, les joues rouges. Elle déclara ne plus pouvoir supporter ces insinuations. Vraiment, Jane, c'en est trop. Que la moitié du village croit que j'ai empoisonné cette horrible femme simplement parce que j'ai cassé une tasse de thé. C'est monstrueux. Et George est hors de lui. Il dit que si quelqu'un ose encore le suggérer, il en parlera directement au colonel. Miss Marple servit une tasse de thé à son amie, la réconfortant avec une douce patience. Elle laissa Madame Bantry exprimer son indignation, hochant la tête par intermittence, les yeux fixés sur le tremblement de la cuillère à café qui s'entrechoquait dans la soucoupe. Enfin, lorsque Madame Bantry eut épuisé son énergie, Miss Marple parla doucement. « C'est regrettable, certes, mais les ragots finissent par suivre leur cours, et peut-être, ma chère Dolly, ne sont-ils pas totalement inutiles? Les ragots, vous savez, ont le don de nous indiquer indirectement la vérité. » Madame Bantry fronça les sourcils, incompréhensible. « Eh bien, je sais seulement que je suis parfaitement innocente. »« Bien sûr que oui, » dit doucement Miss Marple. « Mais l'empressement des autres à vous soupçonner pourrait nous en dire plus sur eux-mêmes que sur vous. » Le lendemain, un événement curieux confirma les soupçons de Miss Marple. Le garçon épicier livrant au presbytère mentionna en passant que Madame Whitcomb avait commandé un sucre spécial envoyé de Londres, arrivé quelques jours seulement avant sa mort. La commande lui avait semblé étrange. Pourquoi importer du sucre alors qu'il y avait des réserves suffisantes? Le colis avait été livré directement à la maison des Whitcomb, et les domestiques avaient reçu l'ordre de l'utiliser exclusivement pour la table de leur maîtresse. Lorsque cette information parvint aux oreilles de Miss Marple, elle s'imposa comme la pièce manquante d'un puzzle. Voici l'indice ignoré de tous.
Le sucre lui-même était distinct, unique, connu seulement de la maisonnée. Si du poison avait été introduit là, il n'aurait mis personne d'autre en danger. Eleanor Whitcomb avait bu de sa propre réserve, et son sort était ainsi scellé avant même que la première coupe ne soit versée dans le jardin du presbytère. Miss Marple y réfléchissait avec une sorte d'inéluctabilité silencieuse. Cela expliquait beaucoup de choses. L'insistance à se servir elle-même, la légère grimace à la première gorgée, la certitude avec laquelle le poison avait trouvé sa victime. Et pourtant cela soulevait une autre question, plus sombre. Qui au village était au courant de cet arrangement? Qui avait eu accès à la maison ou au terrain durant ces jours paisibles précédant la fête? L'inspecteur Craddock, lorsque Miss Marple le mentionna avec délicatesse, fronça les sourcils avec une intensité nouvelle. « C'est utile, Miss Marple. Très utile, en effet. Si le sucre vient de Londres, nous pouvons retracer la commande, la livraison, voir si quelqu'un l'a altéré pendant le transport. Quoique... » Il marqua une pause, le front plissé. Il faudrait connaître les habitudes de la maison, une connaissance que seule une personne proche peut posséder. « Justement, » répondit Miss Marple, ses aiguilles étincelant doucement à la lumière de la lampe. « Et cela réduit considérablement le champ des possibles, n'est-ce pas ?» L'inspecteur partit, l'esprit en ébullition, tandis que Miss Marple restait assise, silencieuse, ses pensées tissant une toile aussi complexe que son tricot. Le sucre, elle en était certaine, était la clé. Il désignait, loin de la servante, loin de Madame Bantry, quelqu'un aux motivations plus subtiles, quelqu'un qui comprenait les arrangements privés de la maison d'Eleanor Whitcomb. Cela suggérait une certaine intimité, peut-être même une certaine confiance. Et la confiance, selon la longue observation de Miss Marple, était souvent la chose la plus dangereuse. Pendant ce temps, le village continuait de bavarder, ignorant la révolution silencieuse qu'un simple indice oublié avait provoquée. Les voisins spéculaient sur les testaments et les héritages, sur les gentilshommes londoniens et leur passé secret. Certains parlaient sombrement d'argent, d'autres de jalousie. Mais Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, savait que la vérité commençait déjà à éclater. Non pas dans le brouhaha des spéculations, mais dans la réalité discrète d'une commande spéciale de sucre et de son utilité mortelle. Et tandis que le soir tombait à nouveau sur St. Mary Mead, elle plia son tricot et le mit de côté. La voie était plus claire maintenant, même si elle ne serait pas facile. D'autres secrets feraient surface, d'autres masques tomberaient, avant que la véritable nature du crime ne soit révélée. Mais elle avait sa clé, subtile et presque invisible aux yeux des autres, et grâce à elle, elle allait révéler les fils cachés. Car la main qui avait empoisonné Eleanor Whitcomb était habile, certes, mais pas au point d'échapper aux yeux de Miss Marple. La découverte du sucre spécial apporta un subtil changement dans l'atmosphère de St. Mary Mead, ce qui n'était auparavant qu'un chaos de rumeurs et de bavardages futiles était désormais empreint d'une peur bien réelle. Ceux qui, autrefois, accusaient haut et fort devenaient plus discrets, plus prudents. La suspicion, non plus lancée au hasard, commença à s'installer dans des recoins précis du village, où des secrets sommeillaient depuis des années. L'inspecteur Craddock poursuivit l'affaire avec une énergie renouvelée, envoyant un message à Londres pour retrouver la trace du colis, tandis qu'au village, ces questions prenaient un ton plus aigu. Il ne suffisait plus de se demander qui avait touché une tasse ou porté un plateau. La question se limitait à savoir qui avait suffisamment bien connu les habitudes intimes d'Eleanor Whitcomb pour toucher à un objet commandé, exclusivement pour elle. Les domestiques de la maison Whitcomb furent de nouveau scrutés. La servante, déjà pâle de peur, déclara n'avoir jamais touché le paquet, reçu par le majordome et déposé dans l'office. Le majordome lui-même, figé et digne, admit l'avoir ouvert mais jura sur son honneur n'avoir fait que transvaser le contenu dans le sucrier, comme demandé. Cook, affairé et indigné, affirma ne jamais s'en être approché. Pourtant, tandis que chacun protestait, Miss Marple, qui avait accompagné l'inspecteur sous prétexte de tenir compagnie à la servante nerveuse, remarqua le tremblement dans leur voix
et le bref échange de regards. Il y avait de la peur, mais pas celle de la culpabilité. C'était la peur de parler trop librement, de trahir des informations qu'il n'osait pas partager. Elle les laissa aux questions de l'inspecteur et se dirigea vers le salon où Eleanor Whitcomb avait siégé durant ces derniers jours. La pièce était sobrement meublée, dépourvue de la chaleur d'une longue habitation. Des lettres étaient posées sur le secrétaire, soigneusement empilées et nouées, mais ce qui retint l'attention de Miss Marple, ce fut l'absence de photos. Pas une seule image de sa famille, de ses amis, de sa vie antérieure à son arrivée à St. Mary Mead. On aurait dit qu'elle était arrivée au village sans passé, veuve, riche et sans grand-chose à montrer. De telles omissions étaient rarement accidentelles. En fin d'après-midi, le village bourdonnait de rumeurs sur les découvertes potentielles de l'inspecteur. À la poste, Madame Price Ridley murmura qu'elle avait toujours trouvé étrange que Madame Whitcomb reçoive autant de lettres timbrées à l'étranger. Chez l'épicier, Mademoiselle Hartnell annonça que la femme n'était jamais allée à l'église, ce qui, à ses yeux, équivalait à un aveu de culpabilité dans une sombre affaire. Madame Bantry, encore rongée par le soupçon, s'empressa de répandre la rumeur qu'Eleanor Whitcomb avait été vue se disputer avec un monsieur dans la rue un soir. Personne ne pouvait savoir si cette histoire était de son invention ou glanée suite à une remarque inconsidérée. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock rendit visite à Miss Marple. Il était las mais alerte. Son carnet de notes criblé de contradictions. La commande de sucre était authentique, rapporta-t-il. Passée à son nom, payée directement, sans aucune altération de la part du fournisseur. Elle est arrivée intacte, ce qui signifie que quelqu'un ici, dans ce village, a dû la récupérer avant la fête. Il marqua une pause, se frottant le front. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qui aurait pu le savoir. Les domestiques, peut-être. Mais pourquoi se serait-il risqué à une méthode aussi dangereuse, alors qu'il existait des moyens plus simples? Non, ce devait être quelqu'un d'intime, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour l'inviter chez elle. Miss Marple lui servit une tasse de thé, sans se presser. La confiance, inspecteur, est une chose curieuse. On l'accorde souvent non pas à ceux qui la méritent, mais à ceux qui flattent le plus son estime. Eleanor Whitcomb, je crois, n'était pas une femme encline à l'amitié, mais elle se serait peut-être confiée à quelqu'un qui l'écouterait avec attention et qui semblerait compatissant. Et la sympathie à outrance peut être aussi dangereuse que la malveillance. Craddock lui lança un regard noir. « Tu parles de quelqu'un ici au village ?» Miss Marple sourit faiblement. « Ah, je pense bien. D'après mon expérience, la plupart des crimes sont très locaux. Nul besoin de chercher bien loin quand la nature humaine fournit suffisamment de mobiles. » Le lendemain apporta de nouvelles révélations. Une lettre fut découverte parmi les papiers de Madame Whitcomb, déchirée à la hâte et à moitié brûlée dans la cheminée, mais pas si complètement détruite qu'elle ne put être reconstituée. Elle parlait à mots couverts d'une affaire longtemps cachée, de dettes et d'obligations non réglées. Un nom y était mentionné à peine lisible, Harrington. Lorsque Craddock la lut à voix haute, un frisson parcourut la pièce, car ce nom n'était pas inconnu à St. Mary Mead. Monsieur Harrington, un notaire retraité d'une certaine réputation, vivait tranquillement à la lisière du village depuis de nombreuses années. C'était un homme grand et maigre, aux manières à la fois polies et réservées, qui restait discret sauf pour une partie d'échecs occasionnels avec le vicaire. Aussitôt les langues se délièrent. Madame Whitcomb l'avait-elle connu à Londres, avant son veuvage? L'avait-il suivi au village, ou elle chez lui? Y avait-il un scandale? Une intrigue financière enfouie dans le passé? L'inspecteur Craddock, saisissant la piste, appela directement Harrington. Le vieux notaire, calme et précis, nia tout lien étroit. Certes, il connaissait Eleanor Whitcomb de réputation, mais leurs chemins ne s'étaient jamais croisés dans le cadre professionnel. La lettre, insista-t-il, était une coïncidence. Pourtant, ses manières étaient un peu trop prudentes, sa voix un peu trop maîtrisée. Et Miss Marple, qui passait par hasard à ce moment-là, son sac à tricot à la main, perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux à l'évocation du sucre.
Le soir venu, les soupçons s'étaient à nouveau déplacés dans le village. La servante était presque oubliée. Les protestations de Madame Bantry étaient devenues moins nécessaires. On murmurait désormais le nom de M. Harrington à la poste, son passé disséqué au marché. Certains se souvenaient qu'il avait pris des vacances à Londres à l'époque où Madame Whitcomb y résidait, disait-on. D'autres affirmaient l'avoir vu plus d'une fois flâner près de sa porte, ces dernières semaines. Les ragots grossissaient chaque bribe jusqu'à la rendre presque convaincante. Pourtant, Miss Marple, écoutant en silence, n'était pas convaincue. Harrington avait peut-être eu affaire à Eleanor Whitcomb, mais le crime était plus subtil. Empoisonné par le sucre n'était pas la méthode d'un homme habitué aux batailles juridiques et aux débats publics. C'était l'acte de quelqu'un habitué à observer discrètement, à ne frapper qu'en étant sûr du succès. Elle repensa aux regards effrayés des domestiques, à l'indignation de Madame Bantry, à l'étrange absence de photographie dans le salon Whitcomb. Il y avait là bien plus que le village ne le pensait. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre, la lumière de la lampe reflétant ses lunettes, Miss Marple songea à la nature curieuse des secrets. Ils étaient rarement soigneusement cachés. Ils fuyaient, par petites touches insouciantes, à travers les ragots, les gestes, les omissions qui semblaient trop ordonnées. Le sucre avait été la clé, certes, mais ce n'était que le début. D'autres viendraient, elle en était certaine. Déjà des fissures apparaissaient dans la façade du village. Bientôt, sous la pression de l'enquête, quelque chose se briserait. Et alors, la véritable trame émergerait aussi inévitable que l'aube. Pour l'instant, cependant, le village était silencieux sous la bruine, ses chaumières plongées dans l'obscurité, ses murmures temporairement éteints. Mais entre ces murs, les cœurs battaient au plus fort et derrière les visages polis, la peur s'intensifiait. Eleanor Whitcomb avait apporté avec elle bien plus que de l'argent et de bonnes manières en arrivant à St. Mary Mead. Elle avait apporté les ombres d'un passé que d'autres préféreraient oublier, et ces ombres s'allongeaient encore. La bruine cessa pendant la nuit et, au matin, St. Mary Mead était sous un fin voile de brume, ses haies perlées de rosée, ses ruelles plus calmes que d'habitude, comme si le village retenait son souffle. Le regain de suspicion envers M. Harrington avait donné matière à discussion aux villageois, et avec lui une sorte d'excitation morbide. À la poste, les colis étaient collectés plus lentement que d'habitude, afin de laisser les rumeurs persister. Chez le boulanger, les clients s'attardaient plus que nécessaire, échafaudant des théories aussi librement qu'ils choisissaient leur pain. Pourtant, sous les ragots, un malaise planait. La mort d'Eleanor Whitcomb n'avait pas seulement perturbé leur paix. Elle avait ébranlé les fondements mêmes de la confiance qui maintenait la cohésion du village. L'inspecteur Craddock, muni de la lettre à moitié brûlée, retourna chez Harrington ce matin-là, déterminé à insister davantage. L'avocat, grand et austère, le reçut avec une politesse glaciale, mais son sang-froid laissait à désirer. Il n'y a avoir eu des relations récentes avec Eleanor Whitcomb, ni à toute implication financière, ni à même avoir échangé plus que quelques mots avec elle depuis son arrivée. Pourtant, ses réponses prudentes sonnèrent creux, et les questions de Craddock s'approfondirent jusqu'à ce que Harrington, d'un air de supériorité lasse, mette fin à l'entretien. « Vous constaterez, inspecteur, dit-il, que les spéculations et les ragots ne prouvent rien. Je n'ai pas pour habitude d'empoisonner les veuves lors des goûters. » Mais tandis qu'il parlait, l'inspecteur remarqua la sueur perlant sur son front, la raideur de ses mains sur la coudoir du fauteuil. Il était mal à l'aise, et Craddock quitta la maison convaincu que, bien que peut-être non coupable de meurtre, Harrington cachait quelque chose d'essentiel. Miss Marple, quant à elle, poursuivait ses observations discrètes. Elle n'avait jamais été du genre à tirer des conclusions hâtives. Elle repensait souvent à l'attitude d'Eleanor Whitcomb le jour de la fête, à la fierté fragile avec laquelle elle s'était comportée avec ses voisins, à la rapidité avec laquelle elle avait repoussé les petites politesses de Madame Bantry. L'orgueil, songea Miss Marple, pouvait être aussi dangereux que la malveillance. Il isolait, provoquait et aveuglait. Une femme fière et secrète se ferait des ennemis plus vite qu'elle ne le pensait. Ce soir-là, le coup de théâtre fut inattendu. Chez Harrington,
Un cri retentit juste après le crépuscule. Le vicaire, rentrant chez lui par le chemin, fut le premier à atteindre le portail. Ce qu'il trouva à l'intérieur plongea le village dans un nouveau tumulte. Harrington, affalé sur le tapis du foyer, le visage crispé, un verre tombé de sa main. On appela le médecin, mais il était déjà trop tard. Une petite fiole reposait sur la table, son étiquette décollée, son contenu vidé. « Suicide », disaient les premiers murmures. Accablé par la culpabilité, Harrington s'était donné la mort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village, enflammant chaque salon de spéculation. Pour beaucoup, la conclusion semblait évidente. La lettre les démentit, la sueur perlant sur son front, tout désignait un homme accablé par la culpabilité. Madame Price Ridley déclara triomphalement qu'elle le savait depuis le début. Mademoiselle Hartnell hocha la tête d'un air sombre et dit que c'était une chance que l'affaire se termine ainsi. Madame Bantry, soulagée que les soupçons s'éloignent autant d'elle, ressentit néanmoins vivement le choc et insista pour répéter les détails à qui voulait l'entendre. Mais Miss Marple, lorsqu'elle apprit la nouvelle, resta assise, immobile, les mains jointes sur les genoux. La propreté de l'endroit lui semblait trop commode. Harrington mort, un suicide présumé, le mystère parfaitement résolu. Et pourtant, elle avait vécu assez longtemps pour savoir que la vie était rarement aussi clémente. Elle demanda avec une précision discrète comment le médecin avait décrit la mort. Et lorsqu'on lui apprit que l'homme était bel et bien mort d'un empoisonnement, mais d'une nature différente de celui d'Eleanor Whitcomb, un alcaloïde rapide et amer, ses lèvres se pincèrent. Sans je sais. L'inspecteur Craddock arriva à son cottage moins d'une heure plus tard, le visage figé par une détermination farouche. « On dirait un suicide, Miss Marple. La fiole a été trouvée de sa main. Aucune trace de lutte. Et pourtant, il hésita. C'est trop bien rangé, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha doucement la tête. « Tout à fait, inspecteur. La nature humaine, vous le savez, n'est pas toujours aussi disciplinée. Un homme peut se suicider, certes. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si publiquement et pourquoi de façon aussi théâtrale? Non, je ne pense pas que M. Harrington était homme à mettre en scène une telle sortie. Il était trop fier. S'il avait été coupable, il aurait continué à le nier avec dignité jusqu'au bout. L'orgueil, inspecteur, ne cède pas facilement au désespoir. Craddock se pencha en avant. Vous pensez qu'il a été assassiné? Je pense, répondit doucement Miss Marple, que quelqu'un a été très malin. La mort de Madame Whitcomb a jeté la suspicion sur beaucoup de gens, et plus particulièrement sur M. Harrington. Et maintenant, avec sa mort, les soupçons semblent s'évanouir dans la tombe. C'est un résultat bien trop commode pour quelqu'un de véritablement coupable. L'inspecteur se rassit, la mâchoire serrée. Ce n'est donc pas une solution. C'est un autre crime. Oui, dit Miss Marple, un autre rebondissement, si vous voulez. Et les rebondissements, d'après mon expérience, nous rapprochent toujours du cœur des choses, même s'ils semblent nous égarer. Le lendemain, le village bouillonnait de spéculations. Certains pleuraient Harrington, d'autres le condamnaient, mais tous s'accordaient à dire que St. Mary Mead n'avait jamais connu un tel scandale. 2 morts en autant de jours, l'une lors d'un goûter, l'autre chez lui, suffisaient à déstabiliser même le villageois le plus déterminé. Les rideaux tremblaient sans cesse. Les portes étaient verrouillées encore plus tôt et les enfants étaient confinés sous prétexte de rhume et de devoirs. La vie paisible du village s'était fissurée et par cette fissure l'angoisse s'infiltrait. Pourtant Miss Marple, marchant avec son sac à tricot le long du chemin, ressentait une vague lucidité. À chaque crime, le champ des possibles se rétrécissait. Eleanor Whitcomb avait été assassinée avec subtilité, grâce à du sucre connu seulement de sa famille. Harrington avait été réduit au silence rapidement, avec détermination, avant que ses secrets ne soient pleinement révélés. Derrière ces 2 événements se cachait une main, délibérée et calculatrice, une main qui comprenait suffisamment le village pour manipuler les soupçons avec précision. Et bien que cette main restât cachée, Miss Marple la sentait proche, sa présence tissée dans la trame même du village. Elle s'arrêta devant le portail de sa chaumière, observant Madame Price Ridley passer précipitamment,
le visage rouge d'orgueil. Cette femme avait toujours été trop prompte à accuser, trop prompte à se déclarer sage. Et pourtant son empressement lui aussi en disait long, tout comme le silence des autres, l'absence de chagrin sur certains visages, la hâte nerveuse de certains pas. La vérité, Miss Marple le savait, était déjà écrite dans ces petits signes. Il ne restait plus qu'à les lire correctement. Ce soir-là, assise seule au coin du feu, elle s'autorisa un instant de réflexion. Le village, dans son brouhaha et son inquiétude, avait négligé le fait le plus simple. 2 morts liés non par hasard, mais par un but. Et le but, en pareille matière, naissait toujours de la passion humaine, l'avidité, le ressentiment, la peur. Nul besoin de chercher bien loin. Le meurtrier n'était pas venu de l'extérieur. Il ou elle était là, évoluant parmi eux, observant les soupçons s'amplifier inoffensifs autour des autres. Mais l'étau se resserrait. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une résolution tranquille. Le prochain faux pas, la prochaine fissure dans la façade suffirait. Et dehors, sous le calme du ciel anglais, le village gisait agité, sa paix brisée, son innocence perdue. Quelque part parmi ces haies bien entretenues et ces fenêtres aux rideaux fermés, un meurtrier évoluait, invisible, toujours confiant. Mais Miss Marple, la tête haute et les pensées acérées, attendait. Le jeu avait pris une tournure plus sombre, et bientôt, elle le savait, la fin se dessinerait. Le village ne dormit pas tranquillement après la mort de Harrington. Bien que le verdict du médecin et le rapport initial de l'inspecteur aient suggéré un suicide, un malaise persistait. Les portes, toujours déverrouillées après la tombée de la nuit, étaient désormais verrouillées. Les lampes brûlaient plus tard que d'habitude. Et même les villageois les plus pragmatiques avouaient avoir frissonné en passant devant la maison close du notaire. 2 morts si rapidement coup sur coup semblait plus qu'une simple coïncidence, et derrière ces voix étouffées se cachait cette pensée que personne n'osait s'exprimer trop fort. Quelqu'un à St. Mary Mead avait tué 2 fois et s'était enfui sans être vu. L'inspecteur Craddock, le visage figé par un masque de détermination, retourna au presbytère pour s'entretenir une fois de plus avec le colonel Melchett. Pourtant, plus il revoyait ses notes, moins elles lui semblaient cohérentes. Si Harrington avait tué Eleanor Whitcomb, pourquoi alors sauter la vie avant que l'étau ne se resserre? Et s'il ne l'avait pas tué, qui avait alors gagné à le réduire au silence si rapidement? La logique cédait sous son propre poids, le laissant frustré. Miss Marple, quant à elle, était assise à son tricot, l'esprit en ébullition. Elle ne croyait ni aux coïncidences, ni aux fins heureuses qui arrivent trop tôt. Harrington savait quelque chose, du passé d'Eleanor Whitcomb ou de la main qui s'était agrippée à elle. Elle n'en était pas encore certaine. Mais il avait été écarté parce qu'il menaçait d'en révéler trop. Cela suffisait à la persuader que le véritable coupable n'était pas seulement intelligent, mais audacieux, suffisamment sûr de lui pour frapper à nouveau tant que les soupçons persistaient. Cette confiance, songea-t-elle, venait souvent du fait d'être ignorée, et qui étaient plus ignorés que ceux dont la présence semblait ordinaire, dont les habitudes étaient si familières qu'elles passaient inaperçues. Le lendemain, Miss Marple se rendit à l'épicerie du village, s'arrêtant comme toujours pour saluer les voisins, s'enquérir de leur santé, commenter la météo. Les gens se confiaient à elle sans réfléchir, détendus par son regard doux et ses manières bienveillantes. Elle entendit Madame Price Ridley proclamer, avec un rictus de triomphe, qu'elle avait toujours soupçonné Harrington et que l'affaire était désormais réglée. Elle entendit Miss Hartnell insister sur le fait qu'il valait mieux laisser ces choses aux autorités. Elle entendit la femme de l'épicier remarquer que la femme de chambre de Madame Whitcomb était en train de faire sa malle, incapable de supporter plus longtemps les soupçons. Chaque remarque était gravée dans l'esprit de Miss Marple comme autant de petits points dans un schéma naissant. Plus tard dans l'après-midi, elle passa au presbytère, soi-disant pour apporter un pot de marmelade d'églantier. L'épouse du pasteur l'accueillit encore inquiète, car c'était lui qui avait découvert le corps de Harrington. Autour du thé, Miss Marple posa le genre de questions anodines qui n'en étaient jamais. Eleanor Whitcomb avait-elle déjà parlé de sa famille, de ses amis londoniens, de ses relations d'affaires? L'épouse du pasteur,
troublée mais désireuse de se rendre utile, se souvint seulement que Madame Whitcomb avait un jour mentionné un neveu. Bien que cela fût réel ou une simple façon de parler, elle n'aurait pu le dire. C'était une faible piste, mais les faibles pistes, Miss Marple le savait, étaient souvent les plus importantes. L'inspecteur Craddock la rechercha ce soir-là. Son sang-froid était altéré, mais il parla avec franchise. « Mademoiselle Marple, je l'avoue, je suis désemparé. Chaque pas en avant semble m'éloigner de la vérité. Les villageois se contentent de croire Harrington coupable et disparu, mais je ne peux l'accepter. Vous... » Il hésita, puis insista. « Vous semblez voir plus loin que nous tous. Pouvez-vous me dire où je dois chercher ?» Miss Marple le regarda avec un sérieux bienveillant. « Vous ne devez pas me demander de solution, inspecteur. On ne peut pas aller droit au but sans avoir parcouru le chemin. Mais je peux peut-être suggérer ceci. Quand on parle haut et fort de ce qu'on sait, on en révèle souvent moins que ceux qui se taisent. Ce sont les silencieux, les vigilants, qui gardent les secrets. Et les secrets, je crois, sont au cœur de cette affaire. » Craddock fronça les sourcils, mais comprit ce qu'elle voulait dire. Les voix les plus fortes, Madame Price Ridley, Mademoiselle Hartnell, Madame Bantry, avaient toutes été promptes à accuser. Mais qu'en était-il de ceux qui s'étaient attardés en marge, qui avaient peu parlé et qui étaient passés inaperçus pendant les heures d'interrogatoire? Il se promit de les revoir, en commençant par les domestiques, les commerçants, les gens ordinaires, dont les noms n'apparaissaient qu'en passant. Ce soir-là, Miss Marple resta longtemps assise près de sa fenêtre, la lueur de sa lampe éclairant l'allée. Elle repensa au sucre, au soin avec lequel il avait été mis de côté, à l'insistance d'Eleanor Whitcomb à l'utiliser elle-même. Elle pensa à Harrington, réduite au silence avant qu'il puisse parler. Et elle pensa aussi à l'étrange absence de photographie dans la maison des Whitcomb, à l'effacement délibéré d'une vie passée. Quelqu'un avait connu ce passé, l'avait porté comme une arme dans le village, et maintenant il le maniait sans hésitation. Le moment était venu, décida-t-elle, de prendre les choses en main. Elle ne confrontait pas les suspects à des accusations. C'était la manière des policiers, et cela ne produisait trop souvent que des dénégations. Elle préférait une méthode plus douce, leur soumettre une petite suggestion, une remarque apparemment anodine, et observer les répercussions qu'elle provoquait. La nature humaine, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, se révélait d'une manière qu'aucun alibi ne pouvait dissimuler. Le lendemain matin, elle invita plusieurs voisins à prendre le thé. Ce ne fut qu'un geste de gentillesse, un réconfort après tant de bouleversements. Madame Price Ridley arriva, l'œil vif et supérieur. Mademoiselle Hartnell vive et pragmatique. Madame Bantry, curieuse malgré elle, et la femme de chambre, persuadée de sortir de ses bagages, en lui promettant un bon feu et du réconfort. Mademoiselle Marple servit le thé avec sa précision habituelle, ses manières douces, son discours rempli de bavardages insignifiants. Pourtant, dans ces bavardages, elle tissait un fil conducteur. « Je me demande vraiment, » dit-elle doucement en faisant circuler les scônes, « si le neveu de la pauvre Madame Whitcomb viendra à l'enterrement. Ce serait vraiment dommage que la famille soit absente. Même si, bien sûr, on ne peut pas toujours compter sur ses proches. Ils ont le don de nous décevoir. » Cela fut dit avec une telle innocence que personne n'y prêta attention au premier abord. Mais Miss Marple, dont les yeux ne manquèrent de rien, vit une lueur de panique sur un visage. Le brusque serrement d'une main sur une tasse de thé, le raidissement presque imperceptible d'une colonne vertébrale. La réaction fut fugace, s'estompa en un instant, mais ce fut suffisant. Elle l'avait vu, et elle le savait. La conversation se poursuivit, redevenue inoffensive, mais dans l'esprit de Miss Marple, la situation avait changé. Le coupable s'était révélé non par aveu, mais par instinct. La peur, elle le savait, était le plus sûr des trahisons. Lorsque ses invités partirent, elle s'assit tranquillement près du feu mourant, son tricot abandonné sur ses genoux. Elle ne fit pas encore part de sa découverte à l'inspecteur. C'était trop tôt. Le piège n'était pas encore complètement refermé, mais elle avait tâté le terrain, et l'onde lui avait tout dit. L'étape suivante serait la plus délicate, exigeant patience, subtilité et juste assez de son apparence inoffensive pour bercer le coupable
et le rendre trop sûr de lui. Et ainsi le village continuait, agité, vigilant, murmurant. Mais Miss Marple, derrière sa douceur et ses mains jointes, avait fixé son regard sur la vérité. Le temps des tests subtils avait commencé, et elle n'aurait de cesse que la main cachée ne soit amenée doucement mais résolument à la lumière. Les jours qui suivirent le thé tranquille de Miss Marple furent chargés d'une tension si subtile qu'elle en était presque imperceptible, telle une corde tendue sous les bruits ordinaires du village. Aux yeux des passants, St. Mary Mead était inchangée. L'épicier pesait toujours les morceaux de beurre avec sa précision minutieuse, les enfants jouaient dans les ruelles sous les yeux attentifs, et les cloches de l'église sonnaient leur carillon habituel du soir. Pourtant, derrière les petites routines, les villageois s'observaient avec une prudence nouvelle. Un sourire semblait plus lent à apparaître, un mot plus soigneusement choisi, et toujours planait la certitude tacite que quelque part parmi eux, un meurtrier errait en liberté. Miss Marple, dans son salon impeccable aux rideaux de chintz, tricotait avec assiduité et méditait sur ce qu'elle avait vu. La main coupable s'était trahie à sa table à thé, non pas par des mots, mais par ce tremblement fugace, ce raidissement involontaire du corps à la simple mention du neveu d'Eleanor Whitcomb. La peur avait traversé son visage si rapidement que la plupart l'auraient manqué. Mais Miss Marple, qui avait l'œil exercé pendant des années sur de telles vétilles, l'avait perçu aussi sûrement que s'il s'agissait d'une confession criée. La difficulté résidait maintenant dans la preuve, car Craddock ne se contenterait pas de sa seule intuition. Les policiers, songea-t-elle avec bienveillance, préféraient que leur vérité soit présentée comme des preuves. L'inspecteur Craddock la rejoignit 2 jours plus tard, l'air vif mais las. Il avoua qu'il n'était pas plus près de résoudre l'affaire. Les villageois s'étaient contentés de la prétendue culpabilité d'Harrington, et bien qu'il en doutât lui-même, il ne trouva guère d'arguments à présenter à ses supérieurs pour justifier la poursuite de l'enquête. « À moins que, ajouta-t-il, vous ayez vu quelque chose que je n'ai pas vu, mademoiselle Marple. » Elle le regarda par-dessus ses lunettes, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux. « Il y a toujours des choses à voir, inspecteur, si l'on sait où regarder. Ce n'est pas tant une question de preuve, vous savez, que de comportement. Les gens ne se rendent pas souvent compte à quel point ils se révèlent lorsque leur confort est perturbé. » Craddock se pencha en avant. « Et avez-vous déjà vu une telle révélation ?» Miss Marple hésita, car elle n'était pas encore prête à révéler son nom. Accusée trop tôt, sans préparation, c'était risquer de tout perdre. « J'en ai vu assez pour suggérer que les choses ne sont pas ce que le village suppose. La mort d'Eleanor Whitcomb était délibérée, certes, mais celle d'Harrington n'était pas un suicide. Il a été réduit au silence, inspecteur. Et celui qui l'a réduit au silence s'est déjà trahi envers moi. Il ne reste plus qu'à rendre cette trahison visible à tous. Max. » Craddock fronça les sourcils inquiets. « Tu veux les faire parler ?»« Si vous me le permettez. C'est le moyen le plus simple. Inutile d'exiger des aveux, inspecteur. Il suffit d'observer les gens se piéger eux-mêmes avec leurs propres instincts. » Il accepta, quoique à contre-cœur, et mademoiselle Marple mit son plan à exécution. Elle demanda au curé d'organiser une petite réunion à la salle paroissiale, soi-disant pour discuter des fonds récoltés lors du thé funeste. C'était un prétexte tout à fait ordinaire, qui rassembla ceux-là même qu'elle souhaitait observer une fois de plus. Madame Price Ridley, avec sa langue acérée, mademoiselle Hartnell avec son assurance pratique, Madame Bantry toujours curieuse, et une poignée d'autres personnes qui avaient toutes été présentes lors de cet après-midi fatal. Craddock assista discrètement à la réunion, expliquant sa présence comme une occasion de finaliser son rapport. La réunion commença comme d'habitude, par des conversations polies et les remarques douces du vicaire sur les réparations de l'église. Mais tandis que la conversation s'égarait, Miss Marple, assise dans son coin habituel, posa une question de sa voix douce et tremblante. « Je me demande vraiment, » dit-elle comme pour elle-même, « si le pauvre neveu de Madame Whitcomb fera valoir ses droits sur le domaine. On entend souvent des histoires de famille
qui réapparaissent aux moments les plus inopportuns. L'effet fut immédiat, quoique subtil. La plupart hochèrent simplement la tête, l'air curieux mais serein. Mais sur un visage, une légère ombre d'inquiétude passa, les lèvres pincées, la main serrant un carnet un peu trop fort. Ce ne fut qu'une seconde, adoucie par un sourire forcé, mais Miss Marple avait observé, et Craddock prévenu le vit aussi. Elle n'insista pas davantage en public. Ce n'était pas son genre. Mais plus tard, lorsque la salle se vida et que l'inspecteur s'attarda, elle parla doucement. « Vous l'avez vu, je crois ?» Cette petite lueur. De la peur, inspecteur, tout à fait spontanée. Elle me dit ce que je savais déjà. Le passé d'Eleanor Whitcomb n'est pas aussi clairement séparé de ce village qu'il le semblait, et que quelqu'un ici avait plus à perdre par sa présence que par son absence. Craddock expira lentement. « Tu veux dire... » « Je veux dire, » interrompit doucement Miss Marple, « qu'Eleanor Whitcomb n'était pas simplement une malheureuse inconnue morte parmi nous. Elle portait en elle un savoir, des relations, peut-être des obligations qui menaçaient de révéler la vie soigneusement construite d'autrui. Harrington en savait peut-être assez pour y faire allusion. C'est pourquoi il fut réduit au silence. Et la main coupable tremblait à l'idée d'un neveu, car un neveu pouvait apporter des preuves. Lettres, affirmations, souvenirs. La peur était trop vive, trop réelle pour être feinte. L'inspecteur se frotta la mâchoire, son scepticisme luttant contre les preuves qu'il avait vues. Mais comment le prouver? Miss Marple sourit, l'air toujours aussi doux. On ne le prouve pas par la force, inspecteur. On attend. Une conscience coupable est comme une écharde. Elle remonte à la surface si on la laisse tranquille. Ma petite remarque a déjà fait mal. Il faut maintenant attendre que la blessure se manifeste. L'attente ne fut pas longue. Au cours des 2 jours suivants, la nouvelle se répandit dans le village que des lettres avaient été envoyées à Londres pour s'enquérir de la famille d'Eleanor Whitcomb. Ce n'était qu'une rumeur murmurée par-dessus les haies du jardin, mais Miss Marple avait veillé à ce qu'elle circule. Elle savait pertinemment à quel point une telle nouvelle pouvait s'imposer à un esprit coupable. Et de fait, elle en percevait elle-même les signes. Un regard inquiet, un pas précipité, une conversation interrompue trop brusquement. La peur montait, et avec elle le risque d'une erreur. Le 3e soir, à la tombée de la nuit, et alors que les lampes étaient allumées, on aperçut une silhouette se faufiler dans la maison des Whitcomb. Les domestiques, encore présents pendant les préparatifs, étaient sortis brièvement. La porte avait été forcée et à leur retour, on avait trouvé des papiers éparpillés, des tiroirs fouillés et une boîte manquante dans le secrétaire. L'inspecteur Craddock fut immédiatement appelé, et Miss Marple, debout silencieusement dans l'embrasure de la porte, observa la scène avec un calme grave. « Là, dit-elle doucement, les chardes se lèvent. Quel esprit coupable pourrait résister à l'envie de détruire une lettre, un document, une preuve susceptible de relier le meurtrier au passé d'Eleanor Whitcomb? Et quelle personne innocente songerait à rechercher de tels papiers au cœur de la nuit? Le décor était presque planté. Miss Marple, avec sa patience sereine, savait que l'heure de la révélation approchait. La main avait été forcée, la peur mise à nu. Il ne restait plus qu'à tisser les liens, doucement mais fermement, et à montrer au village ce qui s'était déroulé sous leurs yeux depuis le début. Elle joignit les mains, les yeux brillants à la lumière de la lampe. Bientôt, très bientôt, la vérité éclaterait. Le cambriolage de la maison Whitcomb bouleversa tout. Ce qui avait été, pour la plupart des habitants du village, une tragédie en voie de disparition, reprit soudain vie sous le signe des spéculations et de l'effroi. La nouvelle se répandit avec une rapidité qui stupéfia même Miss Marple, bien qu'elle sache mieux que quiconque avec quelle rapidité les rumeurs se propageaient lorsque les nerfs étaient à vif. Certains affirmaient qu'il s'agissait de criminels londoniens venus piller la maison d'une riche veuve. D'autres affirmaient qu'il s'agissait des associés de Harrington, en train de régler une obscure affaire judiciaire. Mais Miss Marple, assise tranquillement près de son feu, voyait plus clair. Les tiroirs fouillés, la boîte disparue, les papiers éparpillés. Ce n'étaient pas les signes d'un vol ordinaire. C'étaient les signes du désespoir, de quelqu'un en quête d'une chose très précise. C'était la main coupable,
poussée par la peur à l'action, qui commettait l'erreur qu'elle avait silencieusement attendue. L'inspecteur Craddock arriva le lendemain matin pour la consulter une fois de plus. Il paraissait plus abattu qu'auparavant, mais une lueur dans ses yeux suggérait qu'il avait lui aussi perçu le motif. Les domestiques juraient qu'il ne manque rien de valeur, ni argenterie ni bijoux. Juste une boîte de papier sur le bureau. Quel voleur risque autant pour une boîte de lettres? Inti difi masatoas tuistadixe. Miss Marple joignit les mains d'une voix douce. Quelqu'un qui craint que ces lettres contiennent des preuves, inspecteur. La preuve d'un lien, la preuve d'un passé qu'il vaut mieux laisser enfoui. Il l'observa un instant. Et tu crois que c'était un villageois? Elle inclina la tête. Oh, je crois bien. C'est toujours bien plus proche qu'on ne l'imagine. Les gens portent leurs péchés en eux, inspecteur, comme des ombres, et aucun nouveau départ ne les chasse jamais. C'est Madame Whitcomb était venue d'ici avec son ombre, et il semble que l'ombre d'un autre ait croisé la sienne de la plus regrettable des manières. Cet après-midi-là, sur les instances de Craddock, Miss Marple accepta de réunir à nouveau les villageois, sous prétexte de leur apporter réconfort et clarté. Le vicaire, bien qu'inquiet à cette perspective, consentit à les accueillir dans la salle, et ainsi, à la tombée de la nuit, la petite communauté se rassembla. Ils arrivèrent à contre-cœur, certains curieux, d'autres craintifs, chacun porteur de ses propres bribes de ragots. Madame Bantry s'agitait nerveusement. Miss Hartnell, raide et indignée, Madame Price Ridley, le regard perçant et l'attente. La servante était également présente, pâle mais plus calme, comme si elle s'accrochait à la présence de Miss Marple pour la rassurer. L'inspecteur Craddock se tenait devant, son carnet à la main. Mais ce fut Miss Marple qui prit la parole la première. Sa voix, calme et posée, résonna dans toute la salle. « C'est une triste affaire, voisin, une très triste affaire. 2 morts dans notre paisible village, et maintenant ce cambriolage. Mais je pense qu'il est temps d'examiner les faits de plus près, non pas les rumeurs, mais les faits. Il y eut un mouvement, des chaises se déplaçant, mais aucune interruption. Miss Marple continua, son tricot posé sur ses genoux, même si ses aiguilles étaient immobiles. Eleanor Whitcomb est arrivée parmi nous avec de l'argent, du raffinement et la détermination de réussir. Elle parlait peu de son passé, mais on en apprend souvent autant des non-dits que des non-dits. Elle commandait son sucre à Londres, tout à fait séparément, et ne l'utilisait que pour elle-même. Ce n'était pas un caprice ordinaire, c'était une habitude née de la méfiance. Elle avait des raisons de croire qu'elle était peut-être empoisonnée, et elle s'en prémunissait du mieux qu'elle pouvait. Mais ses précautions, hélas, se retournèrent contre elle. Les villageois se penchèrent en avant, le regard fixe. Le ton de Miss Marple était doux, mais il y avait une autorité sous-jacente qui les forçait à écouter. Du poison a été introduit dans son propre sucre. Quelqu'un était au courant de cet arrangement. Quelqu'un d'assez proche de la maisonnée, ou assez digne de confiance pour être informé. Cela réduit considérablement le champ des possibles. Puis, lorsque les soupçons se sont portés sur M. Harrington, il a été retrouvé mort chez lui. Une mort bien méritée, vous dira l'inspecteur Craddock, une fiole à la main. Mais M. Harrington n'était pas homme à se suicider. Il était fier, têtu, refusant de céder même sous l'accusation. Sa mort, elle aussi, était un meurtre, destiné à le faire taire avant qu'il ne révèle la vérité. Un halètement parcourut le hall. Le regard de Miss Marple parcourut lentement les visages rassemblés. Et puis, tout récemment, la maison du défunt a été cambriolée. Aucun bijou n'a été volé. Aucun objet de valeur n'a été dérangé, seulement des papiers fouillés et une boîte à lettres volée. Des lettres, je crois, qui auraient pu nous révéler précisément pourquoi Eleanor Whitcomb était venue ici et précisément à qui elle était venue s'adresser. Son regard se posa enfin sur une silhouette isolée. Le silence s'épaissit. Les accusés étaient assis, raides, le visage pâle, les mains jointes, mais leurs yeux les trahissaient. Ce n'était pas l'indignation qui transparaissait, ni même la confusion. C'était la peur nue et sans défense. Miss Marple parla doucement, presque gentiment. « Vous vous êtes trahi, vous savez, lors de mon petit goûter. Une remarque anodine sur un neveu a suffi. Vous avez manifesté de la peur à ce moment-là. Et de nouveau de la peur lorsque vous avez pensé que des lettres londoniennes pourraient apporter des preuves.
Vous connaissiez Eleanor Whitcomb. Vous craigniez qu'elle ne révèle la vérité sur vos actes. Alors vous l'avez tuée, puis Monsieur Harrington, et vous avez pensé vous protéger en volant les lettres. Mais la culpabilité, ma chère, est une compagne tenace. Elle s'accroche et se manifeste quand on s'y attend le moins. Un long silence régna. Puis une chaise racla violemment le sol et une voix brisée s'éleva. Les dénégations fusèrent, frénétiques, incohérentes. Mais le mal était fait. Les villageois avaient perçu la peur, entendu le tremblement, et l'inspecteur Craddock, se levant fermement, posa la main sur l'épaule de l'accusé. La justice suivrait son cours, et Sainte Mary Mead, si ébranlée fût-elle, retrouverait son rythme habituel. Miss Marple se rassit, le visage serein, et reprit son tricot comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Elle ne jubilait pas, ni ne semblait triomphante. Elle observait simplement, comme toujours, que la nature humaine est immuable, prévisible dans ses faiblesses. Orgueil, peur, ressentiment. Tels étaient les fils qui constituaient le fil conducteur du meurtre, aussi sûrement dans une salle des fêtes que dans une grande maison londonienne. À la fin de l'assemblée, les voisins chuchotèrent entre eux, leur voix chuchotée mais soulagée. L'ombre qui planait sur le village commençait enfin à se dissiper. Le vicaire fit une prière. Le colonel Melchett murmura la nécessité d'une discipline plus stricte. Madame Bantry s'accrocha au bras de son mari, pleurant de soulagement et d'épuisement. Et mademoiselle Marple, rentrant seule chez elle sous le ciel étoilé, s'autorisa un léger soupir. Un meurtre, songea-t-elle, n'avait jamais vraiment d'extraordinaire. C'étaient les passions ordinaires de gens ordinaires, exprimées avec une expression sombre. Eleanor Whitcomb s'était crue en sécurité dans un village si tranquille. Mais elle avait emporté son passé avec elle, et ce faisant, avait semé les ténèbres dans la vie d'autrui. Harrington, lui aussi, avait porté un savoir trop dangereux pour rester muet. Et ainsi ils étaient, ces morts, non par hasard mais par l'inéluctabilité de la faiblesse humaine. De retour à sa chaumière, elle posa soigneusement son tricot et se servit une petite tasse de chocolat chaud. Dehors, Sainte Mary Mead était à nouveau immobile, ses haies s'obscurcissant dans la nuit. Bientôt le village allait reprendre ses ragots, mais ce seraient ceux des conséquences, non de la peur. Elle pensa à la jeune servante, épargnée d'un blâme injuste, à l'inspecteur Craddock, dont la tâche avait été plus lourde qu'on ne le pensait, et aux villageois qui, comme toujours, enfouiraient ce souvenir dans la vie du village. Miss Marple, le regard perdu dans la rue tranquille, esquissa un léger sourire. La nature humaine, songea-t-elle, était infiniment décevante mais infiniment fascinante. Et même si elle priait pour que ses modestes talents ne soient plus nécessaires, elle savait, avec la certitude de l'âge et de l'expérience, qu'un jour ce serait le cas. Dans les jours qui suivirent le rassemblement au presbytère, Sainte Mary Mead sembla respirer à nouveau, quoique lentement, et avec une inquiétude maladroite. Les villageois reprirent leurs habitudes, mais avec moins d'innocence. Au comptoir de l'épicier, les conversations reprirent, abordant à nouveau farine et raisins de Corinthe, à côté de rumeurs de meurtre. À la poste, Madame Price Ridley reprit ses plaintes habituelles concernant les retards postaux, tout en racontant pour la 6e fois comment elle avait soupçonné le coupable dès le premier instant. Les enfants jouaient de nouveau dans les ruelles, bien que leur mère les rappelasse un peu plus tôt au crépuscule, et le laitier siffla en faisant sa tournée, sa mélodie un peu trop claire, comme pour éloigner le souvenir de jours plus sombres. L'inspecteur Craddock resta un peu plus longtemps au village, s'assurant que l'accusé était bien escorté jusqu'à sa garde à vue, et que toutes les affaires officielles étaient réglées en bonne et due forme. Il prit congé de Miss Marple d'un air las et respectueux, avouant que sa perspicacité discrète avait de nouveau révélé ce que lui et ses hommes avaient négligé. Elle accueillit ses remerciements avec modestie, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait qu'observer ce qui était visible. « C'est tout simplement la nature humaine, inspecteur, » dit-elle doucement, « et la nature humaine, hélas, est partout la même. » Il sourit, bien que son humilité ne paraisse pas convaincue, et promit de la consulter à nouveau si une nouvelle affaire se présentait. Le colonel Melchett, quant à lui, grommelait que l'affaire avait été exagérée, et que si on l'avait écouté dès le départ,
L'affaire aurait été résolue bien plus tôt. Mais même ces fanfaronnades ne pouvaient masquer son inquiétude. Il avait vu, comme eux tous, combien la paix d'un village pouvait facilement être troublée par la suspicion, comment l'apparence distinguée des goûters et des réunions paroissiales dissimulait des tensions plus profondes. Son monde était celui de l'ordre et du rang, et l'intrusion d'un tel chaos le rendait irritable et abattu. Pour la maison Whitcomb, le silence s'installa à nouveau. Les domestiques partirent dans la semaine, rentrant à Londres avec soulagement, laissant les grandes pièces résonnantes et les volets tirés. On parlait de la vente de la propriété, même si certains disaient que c'était malchanceux, et d'autres qu'aucun acheteur ne souhaiterait s'installer dans un endroit aussi ombragé. Les roses fleurissaient encore près du portail, mais rares étaient ceux qui s'arrêtaient pour les admirer. La maison était devenue un rappel que la richesse et le raffinement ne constituaient pas un rempart contre la malice ordinaire des cœurs humains. Madame Bantry, autrefois au centre de soupçons chuchotés, ne manquait pas une occasion de rappeler son innocence à ses voisins, racontant avec force détails comment Miss Marple l'avait disculpée. Elle déclara avec une sorte de triomphe que la tasse de thé cassée servirait à jamais de preuve de sa maladresse, pourtant regrettable, mais parfaitement irréprochable. Son mari supportait ses discours avec la patience d'un homme habitué depuis longtemps à ses enthousiasmes, se retirant discrètement derrière son journal, lorsque le sujet devenait trop brûlant. La pauvre enfant, la servante, s'attarda encore un peu à l'orée du village, incertaine de son avenir. Ce fut Miss Marple qui, après quelques mots discrets à une voisine, s'arrangea pour qu'elle soit placée dans une autre famille en attendant de trouver un emploi plus stable. Des larmes de gratitude coulèrent, tandis que la jeune fille tentait de la remercier. Mais Miss Marple les repoussa d'un geste. « Ce n'est pas nécessaire, ma chère, » dit-elle gentiment. « Il est très dur d'être blâmé pour ce qu'on n'a pas fait, et encore plus dur de croire qu'on puisse un jour vous considérer comme innocent. Mais le temps adoucit même le jugement le plus dur. » Le village, comme c'est souvent le cas, reporta peu à peu son attention sur les petites choses. Un concours de jardinage fut organisé, le curé prépara un sermon sur la vertu de la patience, et Madame Price Ridley se mit à militer pour la réparation des marches de l'église. Pourtant, sous ces rythmes ordinaires, subsistait une vague méfiance, un souvenir indélébile. Pendant un moment, les regards s'attardèrent un peu plus sur les voisins, et les silences semblèrent peser un poids qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Sainte-Marie Mead avait été victime d'un meurtre, et si l'ordre avait été rétabli, l'innocence ne pouvait être reconquise. Miss Marple, quant à elle, retourna tranquillement à son tricot, à son jardinage, à ses conversations paisibles avec ses voisins, qui ne se rendaient jamais vraiment compte de l'étendue de leur bavardage. Elle ne parlait pas souvent de l'affaire et ne s'y attardait pas à voix haute. Mais dans ses réflexions personnelles, elle revoyait le schéma qui lui était si familier, l'orgueil menant à la peur menant à des actes désespérés, et le désespoir culminant dans la mort. Eleanor Whitcomb était venue à St. Mary Mead, avec la conviction d'échapper à son passé, mais on n'échappe pas si facilement à la longue mémoire des autres. L'avocat Harrington avait porté son savoir comme un fardeau, et en essayant de le protéger, il avait scellé son destin. Et les meurtriers, si sûrs de leur dissimulation, s'étaient défaits non par leur habileté, mais par l'instinct même qu'ils cherchaient à dissimuler. Par une soirée de fin d'été, quelques semaines après sa dernière arrestation, Miss Marple était assise dans son jardin, les roses légèrement parfumées, le ciel teinté de ses dernières lueurs dorées. Elle écoutait le bourdonnement des abeilles, le faible murmure des conversations provenant des chaumières voisines, et s'autorisa un soupir de résignation. Qu'un meurtre, pensa-t-elle, n'est jamais vraiment ce que les gens croient. Ils l'imaginent né d'un grand drame, de passions si débordantes qu'elles déchirent une vie. Mais le plus souvent, ce sont les petites choses. Le ressentiment d'un affront, la peur d'être démasqué, le désir de s'accrocher à la respectabilité, qui poussent les gens à des fins désespérées. C'était ainsi à Londres. C'était ainsi dans les grandes maisons et c'était ainsi inévitablement même ici. Elle se leva, enroula son châle autour de ses épaules et entra. La lampe était allumée. L'horloge tic-taquait régulièrement et son tricot attendait dans son panier.
Le monde, extérieurement, était comme il avait toujours été. Pourtant, elle savait, avec la certitude acquise au fil des ans, que sous les apparences silencieuses, la nature humaine était agitée, inchangée, toujours capable des mêmes folies et cruautés. Ce n'était pas une pensée morbide pour elle, ni une source de désespoir. C'était simplement la vérité, et elle avait appris à l'accepter, alors que la nuit s'épaississait et que le village s'endormait. Miss Marple était assise près de son feu, ses aiguilles étincelant doucement à la lueur de la lampe. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni gratitude. Elle ne demandait rien d'autre que de rester avec son jardin, ses ragots et ses petites observations sur la vie. Pourtant, elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le motif de ses points, qu'un jour, un autre trouble surviendrait, qu'une autre ombre s'abattrait sur les ruelles tranquilles de St. Mary Mead. Et alors, elle serait prête, non par la force ni par l'autorité, mais avec le même regard serein qui voyait ce que les autres ignoraient, la même compréhension patiente que la nature humaine, aussi déguisée soit-elle, ne saurait jamais vraiment se cacher. Ainsi, l'affaire de la tasse de thé cassée entra dans les annales de la mémoire villageoise, racontée et relatée dans les salons, et par-dessus les portes des jardins, brodée à chaque récit, jusqu'à devenir presque une légende. Mais Miss Marple s'en souvenait non pas pour le drame ni pour la peur, mais pour la vérité qu'elle révélait une fois de plus. Le mal, lorsqu'il survient, ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur des gens ordinaires, dissimulé dans la plus banale des vies. Les semaines passèrent et St. Mary Mead retrouva peu à peu sa tapisserie familière, même si une légère cicatrice subsistait là où le motif avait été déchiré. La place du village accueillait à nouveau les jeux d'enfants. Les cloches de l'église sonnaient sans faute chaque dimanche, et les haies s'épanouissaient dans la plénitude de la fin de l'été. Pourtant, à y regarder de plus près, le rythme de la vie quotidienne était teinté d'une certaine retenue. Les voix baissaient au passage d'étrangers. Les mains s'attardaient un peu plus sur les loquets des portes avant de les tourner, et au marché, les gens choisissaient leurs mots avec plus de soin. Les décès d'Eleanor Whitcomb et de M. Harrington étaient trop profondément ancrés dans les mémoires pour être oubliés rapidement. Miss Marple traversait ses journées tranquillement, comme toujours, apparaissant chez l'épicier avec son panier, saluant gentiment ses connaissances, s'enquérant des petits bobos et des réussites familiales. Pour la plupart, elle semblait inchangée, la même vieille dame avec son tricot, ses yeux d'oiseau derrière ses lunettes. Pourtant, ceux qui la connaissaient le mieux, comme Dolly Bantry, percevaient en elle une sérénité profonde, comme si on lui rappelait une fois de plus quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Sous la dentelle de la vie ordinaire, le danger courait comme un fil caché. Ce fut Dolly qui insista, par un chaud après-midi, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le salon Bantry. Une carafe de limonade était posée sur la table, de la condensation ruisselant sur ses parois en verre, et Madame Bantry s'éventait vigoureusement. « Jane, dit-elle d'une voix mi-indignée, mi-suppliante, il faut que tu me dises. Tu ne t'en lasses jamais, toujours à observer, toujours à soupçonner, toujours à scruter les moindres recoins de la vie des gens. On pourrait devenir fou, à vivre comme tu le fais, à voir des ombres là où d'autres ne voient que du soleil. » Miss Marple esquissa un léger sourire, ses aiguilles se déplaçant à un rythme tranquille. « Mais ma chère Dolly, je ne vois pas d'ombre là où il n'y en a pas. Je remarque simplement celle que d'autres préfèrent ignorer. Ce n'est pas du pessimisme, tu sais. C'est simplement de l'expérience. La nature humaine ne change pas. Je l'ai trop souvent vu se produire pour espérer le contraire. Les gens se disent différents, leurs motivations sont plus nobles. Mais lorsqu'on les décortique, les mêmes schémas émergent. Jalousie, cupidité, peur, orgueil. C'est ce qui me fascine, Dolly. Non pas les meurtres eux-mêmes, aussi horribles soient-ils, mais la façon dont le moindre défaut de caractère mène inévitablement au plus grand désastre. Dolly frissonna malgré la chaleur de la pièce. Et pourtant tout était si proche cette fois. Ici même, parmi nous. Pas un conte de Londres ou d'ailleurs, mais celui du jardin de notre presbytère. Je ne peux plus penser au sucrier sans frissonner.
Les yeux de Miss Marple pétillèrent avec bienveillance. « Ouais, c'est troublant, n'est-ce pas, quand le danger arrive déguisé en quelque chose d'aussi ordinaire, une tasse de thé, une cuillère de sucre, le sourire poli d'un voisin. Mais c'est là, je crois, la vérité. Le mal ne s'annonce pas en fanfare. Il reste silencieux, comme la poussière sur les rideaux, jusqu'au jour où il est dérangé et où nous voyons tout ce qui était là depuis le début. » Ils restèrent un moment assis en silence, l'air lourd du bourdonnement des abeilles derrière la fenêtre. Finalement, Dolly dit, plus doucement, « J'imagine que c'est un réconfort d'une certaine manière que vous soyez ici, mais je ne vous envie pas pour votre savoir. » Miss Marple tapota doucement la main de son amie pour la rassurer. « Ce n'est pas un fardeau, ma chère. Juste une acceptation. Personne n'échappe aux faiblesses de la nature humaine. Mais si l'on apprend à les reconnaître, on peut au moins en éviter les pires conséquences. » Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle, l'esprit serein sans être oisive. Elle arpenta lentement le chemin, son regard scrutant les chaumières, les jardins, la douce lumière des lampes qui commençaient à briller aux fenêtres. Chaque maison contenait ses drames, petits et grands, la plupart assez anodins. Une dispute entre mari et femme, un enfant boudant ses leçons, un voisin jaloux de la bonne fortune d'autrui. Tout cela était si ordinaire, et pourtant, avec la bonne étincelle, chacun pouvait se transformer en quelque chose de plus sombre. C'était cette conscience qui ne lui procurait aucune paix, et pourtant, paradoxalement, était la source de sa paix. Car savoir de quoi les gens étaient capables signifiait qu'elle n'était jamais surprise lorsqu'ils le prouvaient. Dans sa chaumière, elle s'installa près du feu avec son tricot et s'autorisa à réfléchir une dernière fois à l'affaire. Eleanor Whitcomb était arrivée à St. Mary Mead, portant ses secrets comme une boîte scellée, certaine de pouvoir dépasser le passé. Mais elle avait sous-estimé la persistance de la mémoire et la malice de ceux qui craignaient d'être exposés. Harrington, fier et rigide, s'était cru en sécurité tant qu'il parlait peu, mais son silence n'avait fait que rendre sa connaissance plus dangereuse. Et le meurtrier, rusé, certes, mais pas au point d'échapper à l'inéluctabilité de sa propre peur, avait inscrit sa culpabilité sur son visage bien avant que Miss Marple ne la prononce à voix haute. Ce n'était pas une histoire de grande conspiration ou de complot diabolique. C'était une histoire de gens ordinaires, de péchés ordinaires, et des conséquences inévitables de leur collision. Elle pensa aussi à la servante, dont la jeune vie avait frôlé la ruine par simple proximité. Avec quelle rapidité les soupçons s'étaient-ils emparés d'elle? Avec quelle facilité le village avait choisi de la mal interpréter simplement parce qu'elle était une étrangère? C'était, songea Miss Marple, aussi instructif que tout le reste dans cette affaire. L'innocence n'était pas un bouclier, surtout quand on préférait la simplicité d'un bouc émissaire à la complexité de la vérité. C'était un rappel, plus clair que jamais, que la justice exigeait non seulement des preuves, mais aussi de la patience, de la bienveillance et le courage de regarder au-delà des facilités. Le feu crépitait doucement, les aiguilles de l'horloge avançaient lentement vers l'heure, et Miss Marple se laissa aller au fond de son fauteuil. Elle s'autorisa un léger soupir. Elle ne se faisait pas d'illusions. Une autre affaire surviendrait, que ce soit à St. Mary Mead ou au-delà de ces haies. Ce n'était pas quelque chose qu'elle souhaitait. Dieu nous en préserve, mais une certitude, car tant qu'il y aurait des gens, il y aurait des secrets, et tant qu'il y aurait des secrets, il y aurait des crimes. Pourtant, elle ne s'y attarda pas morbidement. Au lieu de cela, elle reprit son tricot, les mains fermes, le regard serein. Dehors, la nuit s'épaississait, le village s'enfonçant dans un sommeil paisible. La vie, pensa-t-elle, ne consistait pas à éviter les ombres, mais à avoir le courage de les voir clairement et de continuer à avancer. Ainsi, l'affaire de la tasse de thé cassée s'estompa, avec le temps, dans la mémoire du village. On la racontait dans les salons et aux portes des jardins, brodée jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus guère à la vérité. Mais Miss Marple s'en souviendrait telle qu'elle était, non pas une histoire de porcelaine cassée, ni de sucre empoisonné, mais la nature humaine mise à nu dans toute sa mesquinerie et ses périls. Et elle se souviendrait aussi de la vérité qui l'avait toujours guidée. Dans les plus petits gestes, dans le plus léger frémissement, on pouvait lire toute la personnalité d'une personne.
Elle posa enfin son tricot, éteignit la lampe et monta l'escalier jusqu'à sa chambre. Le silence s'installa autour d'elle dans la chaumière. Le jardin baigné de clair de lune. Demain, il y aurait de nouveau des ragots, des roses à soigner et des lettres à écrire. Demain, le monde continuerait ordinaire et inchangé. Et Miss Marple, sage et vigilante, continuerait, portant en elle la tranquille certitude que le mal ne disparaissait jamais vraiment, mais qu'il pouvait toujours, en y regardant de plus près, être compris. Le procès eut lieu quelques semaines plus tard, et bien qu'il ait attiré des journalistes de Londres, et d'ailleurs, St. Mary Mead accueillit l'agitation avec une dignité lasse. Les villageois, qui avaient d'abord murmuré des théories avec une joie fiévreuse, évoquèrent maintenant l'affaire avec un silence plus doux, comme réconforté par la proximité du mal. L'accusé fut emmené, la justice suivit son cours, et les rouages de l'administration continuèrent leur travail jusqu'à ce que l'affaire soit officiellement close. Pourtant, pour ceux qui étaient assis dans le jardin du presbytère cet après-midi d'été, le souvenir ne serait jamais aussi soigneusement enfoui. L'inspecteur Craddock rendit une dernière visite à Miss Marple avant de rentrer à Londres. Il la trouva dans son jardin, taillant des rosiers avec son soin habituel. Il la remercia avec une chaleur sincère, reconnaissant que sans sa perspicacité, la vérité n'aurait peut-être jamais éclaté. Elle balaya sa gratitude avec sa modestie habituelle, soulignant qu'elle n'avait fait qu'observer ce qui était déjà évident. La nature humaine, lui rappela-t-elle doucement, se révélait avec une constance remarquable à quiconque se donnait la peine de l'observer. Il partit avec un sourire, son respect pour elle plus profond que jamais, même s'il savait qu'elle ne le qualifierait jamais de remarquable. La vie au village reprit peu à peu son cours habituel. Madame Bantry retourna à ses occupations mondaines, racontant souvent l'histoire, mais toujours en se plaçant dans le rôle de quasi-victime, la tasse de thé brisée symbolisant les soupçons injustifiés qu'elle avait frôlés. Madame Price Ridley affirmait à qui voulait l'entendre qu'elle avait deviné dès le début, même si ses souvenirs changeaient subtilement, à chaque récit. La servante, épargnée par la ruine, trouva du travail dans une autre paroisse où son nom ne portait pas d'ombre, sa jeunesse lui offrant un nouveau départ, que St. Mary Mead ne pouvait pas. Quant à la maison Whitcomb, elle resta silencieuse pendant des mois, volet clos, jardin laissé à l'abandon, jusqu'à ce qu'un panneau à vendre apparaisse enfin près du portail. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'il faudrait plus qu'une nouvelle couche de peinture pour effacer ses souvenirs malheureux. Pourtant, avec le temps, même cet aspect s'estomperait, et une autre famille viendrait y arpenter les lieux, inconsciente de la peur qui l'avait autrefois saisie. Et Miss Marple, installée de nouveau dans le calme de son cottage, songea avec un mélange de tristesse et d'inévitabilité à tout ce qui s'était passé. Eleanor Whitcomb, si fière et secrète, avait cru pouvoir s'infiltrer dans un village et laisser son passé derrière elle. Mais la nature humaine était moins complaisante. L'avocat Harrington avait payé de sa vie son ignorance, et les meurtriers avaient fini par se révéler non par une déduction habile ou une ruse médico-légale, mais par la simple et inévitable trahison de la peur. Miss Marple l'avait déjà vu et le reverrait. Les détails variaient, mais le schéma ne changeait jamais. Par une douce soirée de septembre, elle était assise près de sa fenêtre, tricotant, les dernières lueurs du jour dorant les haies. Le village était calme, ses chaumières impeccables, ses jardins florissants, et pourtant elle savait, comme toujours, que sous cette paix se cachaient les mêmes courants sous-jacents incessants, l'envie, le ressentiment, le désir, l'orgueil. Un jour ces courants s'enfleraient à nouveau, aussi sûrement que les saisons changeaient. Mais pour l'instant, le calme régnait et elle se contentait de le laisser faire. Elle posa son tricot, joignit les mains, et regarda la rue où passaient les voisins, les saluant, discutant des petites choses de leur vie. Ils oublieraient avec le temps, ou du moins raconteraient l'histoire si souvent qu'elle en deviendrait moins crue, quelque chose qu'ils pourraient supporter. Mais elle s'en souviendrait clairement, comme elle se souvenait d'eux tous, non pas du mélodrame ni de la notoriété, mais de la vérité au cœur de tout cela, que dans les plus petits gestes et les plus sourdes peurs,
La nature humaine se révélait toujours, et que dans cette révélation résidait à la fois le crime et sa perte. Et à cette pensée, Miss Marple se leva, tira les rideaux et alluma sa lampe, prête pour une nouvelle soirée ordinaire à St. Mary Mead. Le village était de nouveau en paix, même si elle savait que la paix était toujours temporaire. Pourtant, pour l'instant, c'était suffisant.